Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi à 9h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'ai cru comprendre que le format Focus avec Alexandre Léger vous avait beaucoup plu. Et ça tombe bien, voici le deuxième volet dans lequel on va parler marché de seconde main, marché gris, contrefaçon, etc., etc. Un épisode passionnant qui nous plonge dans cet univers complexe. Merci à tous pour vos notes, MP et commentaires. Vous êtes vraiment incroyables. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, courez mettre une note 5 étoiles ou un commentaire. C'est votre meilleur moyen de soutenir l'émission et croyez-moi, je vous prépare de très belles choses dans un avenir proche. Alors foncez. Allez, pour une fois, je vais faire court et je vous envoie directement l'épisode 2 de ce Focus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Édouard. Je suis heureux de te retrouver dans l'émission. On fait la suite du premier épisode que vous avez pu entendre récemment, où on parlait de l'évolution de la distribution horlogère. On a commencé un petit peu à glisser gentiment sur l'occasion, sur la traçabilité, sur toutes ces choses-là. On va aujourd'hui encore une fois faire un focus sur tout ça, aller un petit peu plus loin. Et je voulais justement qu'on puisse avancer donc sur le marché, le fameux marché de la seconde main. Vintage ou non d'ailleurs, hein. On va parler du gris, enfin, tout ça, c'est très intéressant. De la contrefaçon aussi, parce que je pense qu'il y a fort à dire, il y a pas mal de choses à dire. La bidouille. Oui, il y a la contrefaçon, il y a la bidouille. Non mais on va faire des petites cases. Voilà, on va faire des petites cases cases et des grandes cases. D'abord, on va commencer par une petite analyse rapide, un tour d'horizon de l'évolution du vintage et du gris. Faisons une pause quelques instants afin de vous apporter des précisions avant d'aller plus loin. Dans le même temps que l'effondrement des cryptos et la chute de l'immobilier, l'on observe une baisse globale du marché de la montre d'occasion, avec un sévère ajustement des prix depuis maintenant plus de 12 mois. Recadrage des prix vu comme un mal nécessaire par certains quand on se souvient des tarifs de vente en gris des modèles neufs issus des marques de la Sainte Trinité. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe pour ne pas les citer, atteignant des sommets courant 2022. Mais en parallèle de tout cela, une autre phase du marché de la seconde main connaît un succès grandissant. Celui du vintage, notamment auprès des plus jeunes qui s'y intéressent de plus en plus et y voient l'opportunité d'acquérir des pièces uniques à des prix plus accessibles. En bref, avoir le frisson et le plaisir de la quête pour beaucoup moins cher. Selon des études récentes, le marché total de l'occasion représente environ 50% de celui du neuf en 2022, soit 26 milliards d'euros pour un marché total de 54 milliards. Et sa part ne cesse de progresser avec le temps. Beaucoup de prévisions allant même dans le sens d'un marché de la seconde main qui dépasserait celui du neuf dans les années à venir. Allez, on revient à notre échange. Comment tu vois cette évolution du vintage et du gris, notamment à travers le temps ? Alors, pour moi, le gris tend à disparaître. Le gris va tendre à disparaître eu égard à ce que les grandes marques vont mieux gérer leur réseau de distribution et ne vont plus donner d'agrément à certains revendeurs multimarques. En gros, pour vous la faire très simple, une marque qui proposait à 10 000 euros prix public TTC un modèle, en fait, son distributeur allait le payer 4 ou 5 000 euros s'il l'avait et il le proposait lui dans sa vitrine à 10 000. S'ils n'arrivaient pas à le vendre, si comme tu l'avais acheté à 5 000, même à 5 500 ou 6 000, ils pouvaient le vendre, ils gagnaient moins, mais ils perdaient pas. Et en fait, le marché gris a vécu pendant des années et des années avec ça, et on savait tous très bien qu'il y a certaines marques, on ne regardait même pas les prix en neuf, parce que de toute façon, on savait qu'on allait avoir moins 20, moins 30, moins 40% dans le marché gris. Donc ça, c'était une réalité jusqu'au milieu des années 2010, je pense, 2010, ça commençait un peu à descendre un petit peu.
Et encore plus avec le Covid, parce que voilà, les marques se sont rendues compte que il fallait serrer la vis, et en parallèle du serrage de vis de leurs revendeurs agréés, les fameux AD, que tout le monde chérissait fortement en envoyant des fleurs pour être sur la prochaine liste de leur Rolex Daytona. Les marques horlogères se sont dit tiens, je vais gérer moi-même ma distribution et je vais faire mes propres boutiques, ou je vais gérer mes propres boutiques. Et donc comme tu dois avoir un stock plus important pour tes boutiques en propre, tu enlevais des gens à qui tu donnais des objets, des montres, pour les mettre dans ton propre magasin. Ouais. Donc, de facto, le marché gris commence à disparaître. Voilà. Alors, pour rappel, le marché gris, pour ceux qui ne savent pas, c'est une montre qui sort de boutique, qui est encore ou stickée ou neuve ou quasi neuve, et qui est vendue sur des sites et des plateformes type Chrono24 par exemple. Voilà. C'est vraiment à un prix bien moindre que son prix catalogue, prix public bien conseillé, ou bien supérieur d'ailleurs. Le marché gris, c'est vraiment dans les deux sens. Oui, alors oui, pour moi, tu vois, le marché gris, pour moi, alors ça c'est mon analyse perso, mon ressenti perso, je l'ai toujours vu non pas dans la spéculation en disant dans le marché gris, tiens, c'est pour gagner plus, c'est estimé, enfin, c'est vendu 10 000, c'est pour 40 ou 30 000. Voilà, mais ça c'est relativement récent. Ah, c'est un phénomène qui a quelques années. C'est un épiphénomène. Le vrai vieux marché gris, c'est vraiment de dire l'objet vaut 10 000, je peux me l'acheter 6 parce que de toute façon, je sais qu'il l'achète, il le touche à 5. Le marché, alors est-ce qu'il y a peut-être un nouveau mot à donner pour ce marché gris qui est de ce côté, comment pourrait-on expliquer, un marché gris qui tend vers la spéculation à outrance? Où la rareté a fait qu'il voit ses pièces monter à la sortie de boutique. Voilà. Alors, c'est encore particulier. Tu vois, il y a beaucoup de tiroirs. Franchement, c'est un meuble, c'est un semainier. C'est une layette. Ouais, c'est vraiment, il y a plein de tiroirs, en fait, parce que tu arrives, en fait, je comprends tout à fait ce que tu dis. Il faut savoir que donc, quand ça sort d'usine, d'accord, ça va ou dans les boutiques en propre de la marque, ou à des AD, des authorized dealers, où tu es autorisé à vendre cette marque, même si tu n'es pas, ou t'as pas écrit Audemars Piguet ou Rolex sur ta devanture. Bon. Quand c'est vendu dans les maisons, dans les boutiques officielles de la marque, ils font croire qu'il y a des listes d'attente, etc., que certains modèles sont plus disponibles ou moins disponibles que d'autres, etc., et que eux, normalement, ils sont obligés de respecter le prix public conseillé. D'où les listes d'attente, parce qu'ils sont pas approvisionnés régulièrement. Les officiels dealers, c'est que officiellement, ils reçoivent des montres, mais la petite phrase extraordinaire, prix public conseillé. On vous conseille, nous, marque, on vous conseille de le vendre à ce prix-là. Si vous avez un gogo, présentation sur les plats cuisinés, tu sais, c'est pareil. Si vous avez un gogo qui est capable de mettre 3 pas le prix, mais faites-le. Faites-le. Je crois que c'est avec toi que j'ai dit, mais Audemars Piguet pendant le confinement, Audemars Piguet Italie a reçu une consigne d'Audemars Piguet Suisse en disant, mais attendez, c'est un prix public conseillé, vous les vendez à ce que vous voulez comme prix. C'était chez Rolex aussi, je te rassure. Voilà. Donc, c'est pour ça que on distingue ces deux canaux-là. Et après, il y a eu encore d'autres choses. Ce que la marque le réseau de distribution dont tu me parlais tout à l'heure au café, il y a eu des revendeurs qui étaient, on va dire, entre guillemets, spécialisés dans le déstockage officiel de certaines grandes maisons d'horlogerie. Donc, tu avais quasiment l'entièreté des trucs invendables qui se retrouvaient dans des maisons qu'on connaît, qui ont pignon sur rue à Paris et à Lyon notamment. Faire un podcast sur Patreon, tu sais, à péage, comme ça les mecs pourront avoir les noms. Tu vois, non mais voilà, qui avait des boutiques à Paris et à Lyon. Et on savait que si tu voulais un modèle qui était un peu en dehors des sentiers battus de chez pas mal de marques, non mais on peut le dire. Moi ça me gênerait pas de dire les marques, mais le problème, je suis pas quelqu'un qui tire. Avancer le truc. Je tire pas sur les ambulances. On parle de la forme, pas du fond là. On parle de la forme. Et en fait, ces marques-là, on savait très bien qu'elles avaient 2-3 porte-avions qui se vendaient très bien et que les gens étaient OK pour les payer à plein pot. Par contre, il y avait énormément de collections qui étaient vendues sur ce marché gris via ces revendeurs spécialisés dans ça, notamment. Et et pour moi, ça fait beaucoup de mal dans le vintage parce qu'on s'est dit, non mais attendez, ces modèles-là de ces marques-là ne valent rien.
Et comme ça ne valait déjà rien en 9 de gris, sur le marché, sur le marché de la seconde main, après, bah, ça valait encore moins que rien, puisque déjà, ça valait rien. Donc, moins, en dessous de rien, c'est moins que rien. Et ben, ces objets-là, sauf exception de mode, etc., qui ont pu doubler ou tripler parce que c'était des saucisses et que on sait tous que dans l'industrie horlogère, certaines saucisses sont devenues des icônes. Ben voilà. Donc, en fait, c'est pour recontextualiser. J'ai pris un peu plus de temps, mais ça va permettre à tout ce qu'on va dire après que les gens comprennent. Ce que j'expliquais, effectivement, tu as raison en fait, il y a des sous-cases sur le grand panneau. Il y a un panneau gris. Le gris, c'est globalement ce qui est vendu, et qui est encore neuf ou quasi neuf, qui est vendu après, qui est pas vendu directement par la marque. Mais tu as des choses avec des moins-values, tu as des plus-values, qui sont vendues par des canaux de distribution différents. Enfin voilà, il y a tout un tas de cuisines internes et externes de la marque qui permettent de faire le goulet d'étranglement et les fameux biais d'écoulement de certains modèles, on le sait très bien. On parlait dans l'épisode précédent de la perte de lien, justement, de les marques horlogères, les grands groupes, etc. Finalement, sur garder le lead avec son client après le premier achat, arriver à authentifier dans le temps, garder le lien, etc. C'est compliqué quand même. Une équation qui n'arrive pas à résoudre. Toute ta phrase, C'est une grande question. Je vais couper dans la question. Première partie de la question que j'ai entendue, le lien avec les clients. Il faut quand même reconnaître à César ce qui est à César. Quand les montres étaient pas forcément fiables et que tu venais relativement régulièrement chez ton horloger, celui qui te l'avait vendu, ou ton horloger, celui qui était à côté de chez toi qui te la réparait, quand tu venais tous les 6 mois parce que la montre marchait pas, effectivement, tu avais des retours d'informations. Aujourd'hui, nombre de montres, et avant, je te rappelle que les montres étaient garanties 1 an souvent. Aujourd'hui, les montres, c'est 3, 5, des fois tu repousses jusqu'à 7, ou je sais plus qui l'a fait il y a pas longtemps. Donc tu te dis, du fait de la recherche et développement, les nouveaux matériaux, etc., les montres sont beaucoup plus fiables. Donc déjà, le fait d'aller voir celui qui t'a vendu ta montre ou celui qui peut te la réparer, la fréquence de cette relation est déjà différente. Donc déjà, tu passes de temps en temps dans l'année à une fois toute la décennie, c'est pas déjà la même chose. Donc ça, c'est le lien que tu as entre le client final, son ressenti et la fréquence et son ressenti, ça c'est une chose, et eu égard à l'utilisation, les besoins qu'il a pour qu'elle fonctionne toujours bien, etc. Donc ça, c'est ta première partie de phrase. Le lien, il s'est distendu eu égard au progrès et à la fiabilité de plus en plus importante des montres. Ceci dit, je me fais l'avocat du diable toujours, il est quand même bien mieux informé aujourd'hui sur les fréquences de révision. Il n'était pas rare, tu le sais bien, il y a 10, 20, 30 ans, que par méconnaissance, on ne fasse pas réviser sa montre 20 ans. Ça arrivait très souvent avant, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Globalement, les gens sont quand même plus au courant. Donc oui, les révisions sont plus longues, mais à l'inverse, je trouve que les gens sont plus à même de savoir une révision qui ne doit pas faire 10-15 ans, quoi, concrètement, sur une montre. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, ils ont été plus informés. C'est aussi peut-être ce qu'on disait dans le précédent épisode, où finalement, quand, à part si tu es un malade du full set, où le jour où tu as acheté ta montre, tu as pieusement regardé tout le petit livret qui te dit « Attention, ne pas mettre votre montre dans le four. Attention, ne pas mettre une montre extra plate en or sans couronne vissée, fond vissé dans l'eau à 50 mètres de fond. » À part mais même merci de remettre la couronne contre la boîte si vous quotidiennement, ils n'ont pas laissé la couronne. Donc tu vois, à part si les gens lisaient pieusement, comme si religieusement, comme quand tu achetais ta voiture, tu avais le gros bouquin pour pouvoir savoir comment tu fais. Bon, personne ne le fait. Voilà, c'est bon, c'est comme ça. Donc c'est vrai que ce lien que tu as avec ce double lien que tu as entre toi et l'objet et entre toi, l'objet et celui qui te l'a vendu, le temps a changé. Après, dans ton autre partie de phrase, tu me parlais aussi de la traçabilité. La traçabilité, en fait, les marques, est-ce qu'on peut, et je vais l'étendre aussi un peu ta question sur le vol, l'authenticité, etc. La traçabilité, c'est qu'il faut que l'information revienne là où elle peut être gardée, là où elle peut être utile et utilisable.
D'accord? Il faut replacer dans son contexte. On parle aujourd'hui avec une société où l'informatique a pris, voilà, ça nous dépasse peut-être parfois, mais ça nous rend beaucoup de services. Imaginez que dans les années 80, je ne pense pas que quand le revendeur de Sao Paulo vendait une Omega, je pense pas que Bienne le savait. À mon humble avis. Aujourd'hui, un QR code ou un code barre, je pense que Bienne le sait tout de suite et à la limite, si c'est bien fait, ils savent que c'est monsieur machin ou madame Bidule à Sao Paulo qui a acheté une Aquaterra cadran bleu. Donc, la remontée d'informations et la collecte et l'utilisation toute la data qui en découle, a posteriori de l'achat, évidemment, ça a complètement changé. Oui, mais qu'est-ce qu'ils en font de cette data? Ça, je sais pas. Après, est-ce que quand monsieur X à Sao Paulo s'est fait voler sa montre, qui peut lui dire cette montre-là, ou est-ce que Omega peut envoyer un mail général à tous ses agents officiels, à tous ses horlogers agréés en disant quoi. Mais je pense pas qu'Omega jamais de la vie. Bon, jamais de la vie. Donc, ni Omega ni qui que ce soit d'ailleurs. Alors, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure dans le précédent épisode, les indépendants, étant donné que beaucoup font des mouvements très spécifiques ou qui ne peuvent être que réparés chez eux, là... Les petites manufs, tu veux dire. Là, c'est pas pareil. D'accord. Je donne toujours cet exemple d'une Richard Mille qui a été vendue en vente publique par les douanes qui s'est avérée volée. Le propriétaire a essayé de la passer chez Richard Mille et on lui a dit que c'était volé. Donc voilà, c'est des petites choses très pointues qui concernent... Ce sont des petits phénomènes, pour reprendre ton terme, en effet, c'est vraiment... Qui concernent 10 ou 20 marques. C'est journes, c'est des marques comme ça, quoi. Et aussi, il faut pas oublier, et je trouve qu'il y a une solidarité entre collectionneurs sur Instagram, par exemple, quand on dit, tiens, la montre est volée, il y a le numéro de série. Bon, alors c'est des stories, ça reste sur les 24 heures. Sur les forums à une époque. Voilà. Mais moi, il y a quelques années, quand j'ai commencé ma modeste carrière d'expert, je me suis posé la question d'aller voir la police nationale, la gendarmerie, pour se dire est-ce que moi je suis l'un des rares experts qui met tous les numéros de série de toutes les montres. Alors on me le reproche, les marchands me le reprochent, parce que tu tapes le numéro de série d'un modèle que tu vois en boutique, tu peux savoir combien il a été acheté en vente publique par exemple, donc ça ils aiment pas trop. Mais il y a aussi le fait qu'on me dise, à juste titre, je l'entends, mais j'ai considéré que dans l'équation, je faisais un parti pris. On me dit, mais attends, Alexandre, si tu mets les numéros de série, c'est pour les contrefacteurs, c'est la porte ouverte. Alors, en fait, je ne vends que très, très rarement des montres très récentes. Si je vendais de la Submariner céramique, que ce que tu veux, mais voilà, je le mettrais pas forcément, ou alors je mets triple X, je cache un numéro. Mais en fait, pour refabriquer une fausse 5513 il y a 50 ans, voilà, ou alors faire une refrappe, de toute façon la refrappe, quelqu'un qui s'y connaît, ça se voit. Donc j'ai pris le pari de mettre les numéros de série. S'il y a quelqu'un qui se fait cambrioler chez soi, par exemple, et que les voleurs volent la montre, mais que dans un inventaire notarié, dans des papiers qu'il a laissés au coffre, où il a son numéro. Il a avec le numéro. Il a numérisé ses documents. Clac, 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 clac. Tiens, je regarde sur Internet. Ah elle est passée dans la vente de machin. Ou tiens, là, moi, je trouve que c'est donner un service aux collectionneurs qu'en tant qu'expert, de mettre les numéros de série pour justement que cette traçabilité. Mais c'est en tant qu'expert, c'est pas en tant que marque. Est-ce que je ne sais pas, je parle de ce que je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, je ne pense pas que Rolex, Omega, Audemars, Patek envoie tous les mois ou toutes les semaines une newsletter à tous ces revendeurs en disant bonjour, alors la Nautilus numéro de série tant, la Nautilus numéro de série tant a été volée à tel endroit. Je ne pense pas. Oui, et puis au-delà de ça, il faudrait non seulement que l'information soit transmise, j'ai quelques doutes là-dessus, non mais et ensuite que l'information soit utilisée. Édouard, je ne sais pas. Tu as raison. En revanche, voilà une piste intéressante, je pense, pour tout ce qui est NFT, certificat, où il pourrait y avoir, par exemple, je parle encore une fois au conditionnel, avec deux niveaux de lecture,
où la personne rentre le numéro de série d'une montre qu'il souhaite acheter et ça lui dit juste si elle est volée ou pas, si elle est déclarée volée ou pas, par exemple. Et après, tu peux avoir, quand tu l'as acheté, effectivement, le deuxième degré d'information bien plus poussé, évidemment. Alors, en fait, je ne vais pas donner une idée que j'ai, parce que voilà, si un jour j'ai envie de changer de métier ou j'ai envie d'aller de voir ailleurs ou de faire du conseil, je vais pas non plus tout donner. Moi, j'ai des idées très simples pour réduire ce problème pour garantir cette traçabilité. Il y a des choses très très simples à mettre en place. Et je pense qu'en fait que les marques ne se rendent pas compte ou elles considèrent que ça ne leur apporte rien au point de vue commercial, de faire bonne figure et économiquement. Voilà. Mais il y a des choses, je ne le dirai pas ici, tu me permets, il y a des choses extrêmement simples à mettre en place. Mais quand je dis extrêmement simple, et je peux même, je vais pas dévoiler une chose, sur tous les éléments de la montre. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc en fait, c'est une volonté. On pense à la même chose. C'est une volonté des marques parce que aujourd'hui, les technologies nous permettraient relativement facilement de le faire. Un petit peu de ce que je viens de te dire. Alors, je pense. Alors, je sais pas si c'est une volonté des marques. J'ai plus le sentiment, mais je peux me tromper. C'est un ressenti. Ça vaut ce que ça vaut. C'est plus que tu sais. Un peu comme des pays n'arrivent pas à se mettre ensemble pour avoir quelque chose en commun sur l'écologie. Les marques de montres n'arrivent pas à se mettre ensemble, à grouper. Moi, j'ai toujours dit... Tu vois un petit peu ce que je veux dire ? Je vois très bien ce que tu veux dire, mais moi, j'ai toujours dit une chose dans l'horlogerie, c'est que ce qui fait rêver dans l'horlogerie et ce qui excite les gens, c'est le flou, l'inconnu. En fait, si tout était transparent, tout était limpide, traçable, il n'y aurait pas cette excitation. Et l'excitation dans les deux sens, dans le bon sens du terme, en disant oh là là, il y a une histoire, c'est génial, oh là là, il a appartenu à un tel. Et à l'inverse, il dit oh, j'ai peur, mais si j'achète une montre volée, je suis un délinquant, je vais tomber pour recel, etc. Donc tu vois, l'excitation, elle peut être dans le bon sens. Tu penses pas que c'est un flou dont les gens se passeraient bien quand même, ça ? Mais les gens, ils se passeraient bien, mais comment on peut le faire ? Comment on peut réduire ce flou ? Comment on peut donner comment réellement aujourd'hui, comment on peut le faire? Le seul truc, pendant des années, les gens ont eu peur de la contrefaçon, si tu veux. La contrefaçon où on savait pas. Alors il y a eu des vulgaires contrefaçons, il y a eu de la très belle, il y a de la très 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 belle aujourd'hui, voilà. Mais ça concerne les marques qui excitent les gens. J'ai rarement vu une contrefaçon magnifiquement réalisée d'une Patek Philippe grande sonnerie. Selon la Fondation de la Haute Horlogerie, au global, le marché de la contrefaçon représente 7 à 8% du commerce mondial. Concrètement, côté horlogerie, ça représente quoi ? 40 millions de montres contrefaites sont produites chaque année versus 30 millions de montres suisses authentiques, représentant 500 milliards de dollars. Incroyable. Si vous voulez en savoir plus sur les contrefaçons, je ne saurais que trop vous conseiller de regarder l'excellent épisode de Watch Observer avec Fabrice Guéron. Une référence en la matière. Est-ce que tu crois que tous les modèles sont contrefaits ? Bien sûr. Non. On sait très bien la dizaine de modèles qui sont extrêmement... encore une fois. Voilà, on sait très bien la dizaine de modèles qui est extrêmement très mal contrefait, parfaitement contrefait. Parce que techniquement, l'intérêt d'une contrefaçon, c'est d'être le plus parfait possible, sinon ça ne sert à rien. Mais très sincèrement, les marques, moi je me rappellerai toujours, et je crois que c'est dans le bureau d'un photographe avec qui je travaille de temps en temps et que je salue. Je me vois encore cette image de énormément de montres Cartier fausses au sol avec un bulldozer qui commence à les écraser. 90, il faisait tout ça, c'était un gros truc ça. Et c'était et ça marquait les gens. Et pour autant, ça fait donc tu vois, dans les années tu dis 90 à 30 ans, pour autant ça continue. Ça continue, donc ça veut dire qu'il y a la puissance de faire des fausses montres, de les vendre, que les gens les achètent, parce que c'est comme la drogue ou c'est comme d'autres choses. S'il n'y avait pas de consommateur final, il n'y aurait pas de producteur au départ. Donc c'est produit parce qu'il y a une demande. Et une demande, en fait, je pense que la demande, c'est en fait dans la contrefaçon, j'en ai régulièrement dans les mains, des plus ou moins bien faites.
il y a des gens qui achètent de la contrefaçon qui ne savent pas ce que ça vaut au prix neuf. Ils vont sur des marchés, alors j'ai rien contre, et ce n'est pas du tout méchant quand je citais des endroits, mais que tu vas en Asie du Sud-Est, que tu vas au Moyen-Orient, etc. T'achètes des trucs sur le marché, tu t'achètes ça 100 euros. Je dis une bêtise, hein. T'achètes 100 euros. Pour le commun des mortels, ils se disent, oh, waouh, c'est une grosse somme, ça doit être une vraie. Mais parce qu'ils ne connaissent pas combien vaut réellement une vraie, que ça vaut jamais une vraie dans 1000, 5000 ou 10 000. Ils ne peuvent pas apprécier la qualité ou la non-qualité du modèle Donc, versus en fait, le vrai. Des fois, il y a évidemment des faux, des contrefaçons mal faites. Je crois qu'il y a 3 ou 4 grades, c'est ça, hein. Je crois qu'il y en a 5. Je ne veux pas dire une 5, bêtise. Je d'accord. crois que c'est de 1 à 5. Je ne veux pas dire une bêtise. D'accord. Mais en gros, je ne reproche pas à ces gens-là qui sont en voyage et qui se disent, ah bah tiens, si ça vaut 100 euros dans un pays où le SMIC, enfin le salaire moyen est de 50 euros, oh, bah dis donc, si c'est 2 fois le prix du salaire du pays, ça doit être un truc vrai. Donc tu vois, c'est pas méchant en fait. C'est pas pour nuire. Je pense réellement que certaines personnes qui achètent de la contrefaçon, c'est pas pour nuire à l'économie de l'horlogerie. Oui, ça c'est encore un Après, débat. tu as autre chose. Il y a des gens qui veulent ce type de montre-là parce que c'est des objets de reconnaissance sociale et qui veulent faire partie d'un groupe, etc. Et comme ils n'ont pas les moyens de s'acheter une vraie, pour X raisons, s'achètent une fausse. Et là, c'est d'une manière délibérée, volontaire. Là, c'est plus grave et plus dangereux. Parce que tu achètes quelque chose sans savoir, c'est une chose. Quand tu l'achètes volontairement, c'est une autre chose. Je sépare un petit peu. Je pense quand même que, encore une fois, c'est mon jugement, je pense quand même que l'immense majorité, c'est ce qu'elle achète. Et qu'elle achète du faux. Comme tu dis, parce que c'est un curseur social, clairement, pour beaucoup de gens, et parce que c'est aussi l'homme au sens large du terme. L'humain est un animal social, hein, et qu'il a besoin de s'intégrer à travers des codes, etc. Et que, comme tu l'as très bien dit, 40 millions de fausses montres, je pense qu'on doit tourner, 80%, on va Pareto une fois de plus, Rolex. Ça tourne autour de 10 modèles. Voilà. 10 modèles. Sur 30 millions de montres, sur 40 millions de montres, je ne veux pas dire, je connais pas les chiffres. Il doit y avoir 3 millions de l'autre, 3 millions d'une. Voilà. Il doit y avoir 3 millions de Submariner. Facile, ouais. Non, mais tu vois, c'est hallucinant quand même. Hein. Donc, effectivement, c'est un peu le parallèle avec la drogue, de toute façon. Et ce genre de milieux sont, sans faire de grosses ficelles, mais oui, on va pas faire, on va pas faire des gros amalgames. On va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, c'est quand même relativement souvent interconnecté. S'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. Voilà, j'ai pris cet exemple-là tout à l'heure pour faire comprendre aux gens. Et c'est tout aussi dangereux. C'est comme pour la musique. Tu sais, quand certains disent, mais ça, c'est de la musique de merde ou des choses comme ça qu'ils n'aiment pas. Mais ça répond à des gens qui ont besoin de ça. Et s'il y a une offre qui fonctionne, c'est qu'il y a une demande de ce genre de choses. Tu sais, Edouard, les gens sont très durs. Moi, je les écoute en exposition, en salle des ventes. Oh là là là, qu'est-ce que c'est moche. Je dis non, madame, ou non, monsieur, c'est pas à votre goût. Vous voyez, votre t-shirt violet avec votre écharpe orange et vos bijoux en espèce d'émeraude, il n'y a rien qui va ensemble. Mais c'est pas votre. Mais j'ai l'élégance de pas vous le dire. C'est pas votre goût. C'est pas que c'est moche, c'est que c'est pas votre goût. Après, le goût, les couleurs, etc. C'est vraiment quelque chose propre à chacun. Il y a néanmoins un dénominateur commun. C'est vrai que la contrefaçon, je trouve que elle se bipolarise en étant ou extrêmement mal faite ou extrêmement bien faite. Redoutable. Il y a des moments, moi, il y a des moments où ça me fait peur. Ouais. Même moi. Il y a certaines... cher, ceci dit. Enfin, par rapport à c'est ça qui est complètement idiot. C'est-à-dire que les mecs, ils sont capables de... 1500 balles, hein, certains. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre 1500 balles dans des fausses Submariner, alors que les premiers prix doivent commencer à 8 en ce moment sur Chrono 24. Mais je me dis, mais pour 1500 balles, je trouve 3 montres à 500 balles géniales ou une montre à 1500 balles géniale d'un nouveau truc. Mais voilà. Chacun a mis à sa porte. Est-ce que tu penses que les marques ont intérêt à endiguer le phénomène ou ont plutôt intérêt à laisser passer? Est-ce que c'est une volonté? Comment tu vois ça? Je vais pas faire mon défaitiste. Néanmoins, je pense qu'elles peuvent plus lutter. C'est trop gros. Il y a un trop gros trou dans la coque. Non, c'est trop gros. Bah, c'est au-delà des tu peux pas, tu peux plus. Pour moi, elles peuvent plus. C'est
c'est une contre-publicité ou finalement on sait que la publicité, c'est de la répétition? On parle de moi en bien ou en mal, mais qu'on parle de moi. C'était un peu ma question cachée. Je pense que... D'où ce que je te disais tout à l'heure, l'excitation en disant je veux un truc et que si on te copie, c'est la plus belle des réussites. Je ne vais pas imiter à ce micro une très grande journaliste française qui un jour m'a dit, je n'imiterai pas sa voix qui est reconnaissable, du Coco Chanel, qui m'a dit, mais vous savez, monsieur Léger, si vous commencez à être copié, c'est que vous commencez à être bon. Donc, instant melon. Vous savez qu'on aime les adages dans DMV. Voici donc celui de Coco Chanel dont je parle dans l'épisode. Pour moi, la copie, c'est le succès. Il n'y a pas de succès sans copie et sans imitation. Allez, on y retourne. Je trouve que pour les marques de se faire copier, j'allais dire pas que le plus c'est un symbole de reconnaissance, tu veux dire? C'est la meilleure des choses. Et c'est la pire des choses. Et voilà, c'est encore une fois le pire et le meilleur. Mais voilà, on revient sur l'animal social et qui voit 25 submarineurs par jour à la fin, il pense plus qu'à submariner. On fait grosse ficelle, mais c'est un petit peu ça. Et à l'inverse, une partie de collectionneurs, il va dire j'en ai marre de l'avoir partout, avec la fameuse phrase de j'en ai marre que même quand je vais à un café, le serveur est la même montre que moi, j'ai envie d'autre chose. Cette phrase est connue comme. Mais et tu sais, un autre domaine. Moi non plus, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois, on m'a encore rentré dedans. Bref, non, là, ce qui me fait faire aussi un autre parallèle qui est dans la maroquinerie. Par contre, la maroquinerie, c'est vrai que ça se voit un peu plus parce que c'est des matériaux nobles, etc. Mais pareil, c'est un phénomène où tu ne peux plus lutter. Tu ne peux plus lutter. Et même si, ce qui est le plus horrible pour les marques, je pense, c'est de savoir que ça se passe, de savoir où ça se passe, de savoir comment ça se passe, et que ni les marques ni les autorités peuvent faire quelque chose. Je me souviens très bien d'avoir fait mon premier stage dans une maison de vente à Cannes, pas très loin donc de la frontière italienne et de Vintimille. C'était extrêmement intéressant pour moi parce qu'il y avait évidemment la vieille cannoise très chic qui s'était acheté son Vuitton dans les années 80 avec une qualité très limite qui était vraiment pas beau dans du vrai Vuitton. Et dans le même temps, tu avais du faux Vuitton très moderne qui lui ressemblait. Donc, dans la même marque, tu peux avoir des décennies. Tu peux avoir des décennies où les fabrications étaient très moyennes et que la contrefaçon aujourd'hui et actuelle était mieux que ce qu'il y avait il y a 20 ou 30 ans. Il y a des avancées. Tu prends un vieux Noé. Oui. Une vieille dragonne de chez Vuitton, la doublure des années 80 et c'est naze, quoi. Avec cette toile huilée comme ça qui était. Non mais tu vois ce que je veux dire. Donc c'est très intéressant aujourd'hui d'imaginer que peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas bien ce que je vais dire, mais des très bonnes contrefaçons sont peut-être meilleures que des montres il y a 10 ans ou 20 ans. Le même modèle. Tu vois, si tu as copié parfaitement les nouveaux modèles de Rolex avec 70 heures de réserve de marche, tant de résistance au champ électromagnétique, etc., bah peut-être que ta fausse montre, elle est peut-être mieux, plus performante, etc., que ta montre il y a 20 ans. C'est dingue. Alors, c'est un autre sujet encore. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est extrêmement passionnant. C'est passionnant parce que... Voilà. Moi, j'ai vu j'ai des amis, évidemment, dont je tairai le nom, qui ont des Aquanaut, des Nautilus, des choses comme ça en fosse. Et ça aussi, c'est encore un autre phénomène. Ils ont les moyens de se payer des vrais. Ils ont des vraies montres au coffre, des choses comme ça, vraiment. Et qui se payent la fosse. Et attention, ils les ont, ils partent en vacances, elles sont étanches, elles marchent, elles sont précises, et les portes. Je fais pas attention, encore une fois, on ne fait absolument pas l'apologie de ça. Moi, je suis totalement contre. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu de très beaux faux maintenant, très bien réalisés en tout cas. Tu sais, je ne veux pas dire une bêtise, mais ça a toujours existé d'avoir le vrai et le faux dans une même collection. Tu peux, en bijoux, je l'ai toujours vu. Je dis toujours au commissaire-priseur, attention, faites gaffe, il y en a une qui doit être vraie, une qui doit être fausse, parce que tu mettais le gros caillou de 5 carats et tu te faisais faire la même en plastique ou en strass.
quand tu allais te faire t'allais au pain chercher ta baguette, bah si un jour on voulait t'agresser, tu dis non mais prenez la bague, alors tu sais très bien que c'était la fausse. Et quand tu étais avec ton mari, ton chauffeur qui te déposait devant l'Opéra Garnier, évidemment que tu mettais la vraie, ou quand tu es resté chez toi, voilà. Je crois qu'un jour c'était une des baronnes Rothschild qui a dit il y a un de ses invités qui vient le voir et qui fait oh madame la baronne, oh le tableau que vous avez est magnifique, oh là là c'est vraiment la copie de celui qui est à Versailles. Et la baronne a répondu non c'est celui-là le vrai. De tout temps, même dans des très grands milieux, si tu veux, on a fait l'objet, le vrai qu'on exposait pour soi, qu'on avait pour soi, et on avait l'autre, le faux, une copie ou très approchant pour d'une autre utilisation. Donc, si tu veux, dans tous les domaines, c'est pas forcément bijoux, montres. Moi, j'avais des amis de mes parents qui fabriquaient des faux tableaux et qui étaient demandés par des administrations. Bien sûr, ça a toujours existé. Des très très belles copies qui étaient bien souvent celles qui étaient exposées. Oui, bien sûr. Donc, tu vois, ce phénomène, il est pas. Ce que je veux expliquer à tes auditeurs, il n'est pas propre à l'horlogerie. Il est pas. C'est pas un truc qui a 2 ans. Ça fait très longtemps. Ouais. Il s'est perfectionné. C'est ça qui est dangereux. Oui. Il s'est de plus en plus perfectionné. Les valeurs qui sont brassées sont de plus en plus importantes. Mais il faut faire comprendre à tes auditeurs que la contrefaçon, alors c'est pénalement répréhensible ce que je vais dire, et j'en suis conscient. Vas-y, j'ai une idée de ce que tu vas dire, vas-y. Je préfère quelqu'un qui, quand il peut pas se payer une vraie, commence par une fausse, bosse, se débrouille dans la vie et soit content d'avoir une fausse où c'est comme un médicament, tu sais comment on appelle ça, un placebo. Je préfère que pendant 1 an, 2 ans, il ait un placebo qui bosse et qui après s'achète, qui s'est toujours rêvé et qui pète ou qui s'amuse à la passer du 4e étage, le placebo, et qui se fasse plaisir avec un objet. Alors c'est pénalement répréhensible. T'as de la chance, on est sur un podcast. Non, mais je suis honnête, mais je n'encourage pas les gens à le faire. Je dis juste que je le comprends. Voilà, je le comprends. Je peux t'illustrer le truc très facilement, puisque j'en suis le premier concerné. J'explique dans le premier épisode du podcast il y a 1 an que j'ai acheté quand j'avais 13 balais des Rolex à New York. Alors à l'époque, c'est marqué Oyster Perpetual, c'était à quartz. Enfin, c'est une catastrophe, la couronne à l'envers. Enfin, si je l'explique, j'invite ceux qui ne l'ont pas écouté à écouter cet épisode. Et ça valait $20. Hein. Et le doré partait au bout de 3 jours. Hein. C'était une cata. C'était pas parce que je voulais acheter une fausse, mais c'est parce que je rêvais de la vraie et dès que j'ai pu le faire, je me suis acheté des vrais. Voilà. Donc, tu vois un petit peu la démarche. Non, mais je suis entièrement déjà à l'époque, c'était pas mon truc d'acheter du. Mais voilà. Mais quand t'as évidemment à 13 ou à 12 ou 13 ans, tu vas pas t'acheter une Rolex. Voilà. Et je ne fais pas. Encore une fois, on ne fait nullement l'apologie de la contrefaçon. Voilà. On explique juste le phénomène pour que les gens comprennent. C'est tout. Qu'est-ce que tu conseilles et quelles sont les précautions que tu donnes à quelqu'un qui veut acheter justement une des marques les plus connues et qui veut acheter une pièce de seconde main ou au gris ou ce que tu veux? Quelles sont selon toi les règles élémentaires pour éviter les problèmes? Alors, je pense qu'il faut aller vers les bonnes personnes. Aller vers les bonnes personnes où vous allez chez des professionnels qui sont établis depuis des dizaines d'années, qui ont pignon sur rue, qui ont une boutique physique, etc. Même si ça encore, c'est pas encore, tu sais. Bon. Que je t'ai montré quelque chose tout à l'heure à la terrasse du café. Mais tu comprends ce que je veux dire. Bon, j'arrive, bouge pas, j'arrive. bouge pas, j'arrive. Quand je démarre la voiture pour que ça chauffe. Bouge pas, j'arrive. Il y a ces professionnels établis, connus de tous, etc. Comme je l'ai toujours dit, on est dans un univers de passion. Même si des gens très passionnés vous parlent de choses, vous les vendent, il faut que vous ayez l'intelligence et le recul nécessaires pour vous faire votre propre opinion. Avant tout achat, lisez, renseignez-vous. On est dans une période où on a accès beaucoup plus facilement à des informations
écrite et iconographique avec des images. Renseignez-vous sur la personne qui vous le vend, renseignez-vous sur l'objet, renseignez-vous sur qu'est-ce que c'est une Frankenstein, qu'est-ce que c'est un changement, un cadran de service, est-ce que pour vous un cadran de service c'est grave, c'est pas grave, est-ce que vous avez envie de lire l'heure dans la nuit dans une montre qui a 80 ans ou vous avez dans 80 ans, faut peut-être pas exagérer, 60 ans ou pas, quels sont votre curseur, moi j'aime bien parler avec un curseur, qu'est-ce que vous acceptez qui a été modifié dans un objet pour qu'il fonctionne comme à l'origine, si ce n'est mieux. Il faut que les gens qui veulent acheter un objet, une montre, il faut qu'ils fassent un petit travail avant. Voilà. Après, faut faire ses devoirs. Voilà, faut faire ses devoirs, etc. Comme un peu ton histoire de la Rolex que tu viens d'expliquer. Alors ça encore non plus, je vais pas être gentil, mais n'ayez pas peur. Vous allez vous faire planter. C'est-à-dire que vous allez vous tromper. On va vous tromper. Volontairement, involontairement, d'une manière gentille, d'une manière méchante, un peu, beaucoup. Tu vois les courbes où tu mets... il est capable de faire plein de choses. L'étoile, tu sais. Voilà, l'étoile, machin. Bon. Donc, ayez conscience de ça. Il y a toujours plantez-vous, on se fait avoir. Plantez-vous. Je vous conseille de vous planter. Alors, c'est dur ce que je dis, mais vous verrez, c'est formateur. Plantez-vous le plus rapidement possible quand vous commencez une collection et plantez-vous sur un petit objet. D'accord ? D'accord avec toi. Ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, vous avez des gens qui vous vendraient n'importe quoi. De toute façon, ça se sait. Et si ça se sait pas à un instant T, au bout de quelques années, ça se sait. Et si ça se sait au bout de quelques années, s'ils sont encore là, c'est qu'il y a des puissances derrière, il y a encore des trucs encore plus troubles, et faites encore plus attention. Sinon, ils ont disparu. Donc, en fait, c'est très attention à ça. Je t'ai montré un message tout à l'heure dans une maison avec qui je travaille. J'ai dit, je ne veux pas que vous preniez en dépôt des objets s'ils viennent de telle ou telle personne. Il s'est avéré que ce que j'ai dit s'est révélé vrai. C'est-à-dire que le cadran est pas bon, la fiche, il n'y avait rien d'écrit sur la facture, que dans l'entrecorne, les numéros de série ont été meulés. Et je dis, mais cher monsieur, je ne la prends pas. Mais oui, mais elle est bonne, j'ai une facture. Je dis, mais monsieur, vous l'avez acheté chez monsieur X. Après tout ce qu'on vient de vous dire depuis tout à l'heure et depuis l'épisode précédent, entre les papiers punchés, non punchés, les vraies fausses cartes, les vrais faux sets reconstitués, les vrais faux cadrans repeints, mais en plus, un cadran par exemple repeint, c'est pas forcément repeint depuis qu'on. Alors attention. La convention de la bijouterie orfèvrerie de 2002 indique que, en vente publique notamment, un cadran repeint étant une mesure conservatoire, nous ne sommes pas obligés de l'indiquer. Je suis quasiment le seul avec un autre confrère à l'indiquer. Et ça va même plus loin, parce que comme j'allais le dire, il y a des cadrans repeints qui ont été faits beaucoup dans les années 80-90, qui sont avec l'aval des marques. Avec l'aval des marques, bien sûr. C'est pour ça qu'on voit des séries et des couleurs qui n'existaient pas dans le catalogue. On a vu ça chez Omega notamment. Et bien malin qui sera détecté. Il faut vraiment avoir l'œil affûté pour arriver à le voir sur les écritures et sur les trucs. C'est même parfois encore mieux fait que ce qu'on fait aujourd'hui. Écoute, je vais essayer de te montrer en bijoux. La patine faisant. Je te montrerai, si tu veux illustrer sur Instagram le podcast, je te montrerai quelque chose dans la loupe. Parce que sur Instagram, j'ai lancé un peu la série dans la loupe de l'expert qui plaît beaucoup. Une typographie Cartier qui est fausse. La différence, je pense qu'on est à... C'est une erreur de réglage de laser. Je pense qu'on est à 1/10 de millimètre. Mais si vous n'avez pas vu des milliers de signatures Cartier, vous ne voyez pas. Donc je te montrerai, je te donnerai la photo. Bien sûr, on mettra je te montrerai. Et en fait, tu as un décalage entre le pied du R et le pied du T Cartier. Pourquoi ? Parce que le laser a commencé à écrire car et s'est levé. Ils ont écrit tier. Et c'est légèrement décalé. Mais t'imagines quand même que le commun des mortels, il y avait deux pros qui l'avaient eu avant moi dans les mains. Un CP, un commissaire-priseur. Il y a 4 ou 5 professionnels
qui ne l'avaient pas vu. Et quand je l'ai montré, et je te donnerai la photo et je t'expliquerai pourquoi. Évidemment, tu dis, mais oh, mon Dieu, mais c'est bien sûr. Mais sinon, c'est voilà. Si tu veux, je considère, je vais 2 secondes prêcher pour ma paroisse, les seules personnes qui n'ont rien à gagner en vous vendant une montre et en vous faisant des certificats, ce sont les experts. Et les experts reconnus dans les chambres agréées d'experts, pas les marchands qui se disent experts, parce que malheureusement, aujourd'hui, je me suis battu, j'arrête de me battre. L'État français ne veut pas, sauf quand vous êtes expert auprès d'une cour d'appel ou auprès de la cour de cassation, près de la cour d'appel et près de la cour de cassation, l'État ne reconnaît pas le statut d'expert, même s'il y a 5 chambres françaises qui sont reliées à la CEDEA, la Chambre européenne des experts. Donc n'importe quoi, toi demain tu as envie de te faire des cartes de visite, Édouard, expert en frites, tu peux. Donc faites attention chez la personne avec qui vous vous adressez, parce que c'est pas parce qu'il a écrit expert ou spécialiste, il s'est autoproclamé. Il y a, je suis honnête avec moi-même. Tu as raison de souligner. Je suis honnête avec mes confrères et moi-même. Nous sommes réellement 5 experts en France, avoir le titre expert en montre de collection ou expert en horlogerie, qui faisons de nombreuses ventes publiques, qui mettons notre responsabilité dans les ventes aux enchères, ces 10 ans, quand à chaque fois on écrit un papier, moi je ne le fais pas parce que j'ai mes raisons à moi, mais des confrères font des certificats d'authenticité, vous nous laissez votre montre, on la désosse, on vérifie, on fait des photos, on explique. Voilà. Ça, si vous voulez vraiment avoir un papier officiel qui engage la responsabilité... Impartial, parce que nous, on ne l'a pas vendu, l'objet. Voilà. Quand tu parlais des NFT, des blockchains, des certificats dématérialisés et autres, si la maison de vente qui fait appel au service de certains prestataires se font valider les certificats par le mec qui a fait la fiche du catalogue, non. Et alors, le pire du truc, c'est de se faire valider par son concurrent. Donc, ça veut dire que s'il y a une merde, on se couvre tous ensemble. Donc, alors, je vais pas tirer dans les grosses ambulances, mais c'est pas parce que on est une maison mondialement reconnue, connue, qui fait des très grandes ventes internationales, qu'on peut pas se planter. Et c'est pas pour autant que les gens à qui on demande des informations ne nous plantent pas. Il m'arrive peut-être de me planter. J'ai pas eu de retour pour l'instant. Si j'en ai eu un d'une manufacture qui un jour m'a dit, même nous on sait pas, Monsieur Léger. Donc voilà, on rend la montre, on rembourse. Mais le problème d'Omega avec la Speedmaster, en fait, Philips s'est fait planter par ceux qui étaient en interne de chez Omega. Donc finalement, même si on est Philips, Aurelbach, qui sont très sympathiques, très compétents, etc., on peut se faire berner par des gens mal intentionnés dans des marques, dans des patrimoines. Et ils ne sont pas tous comme ça. Évidemment, tu as raison de souligner. Voilà. Une fois. Mais il n'a pas du gain, évidemment, de passer de 100 000 à 3,6 millions, évidemment, c'est énorme. Mais, sans parler des retombées d'image. Voilà, ce qui est une catastrophe, c'est que je pense qu'Omega fait plus de certif, à ma connaissance, c'est ce que j'ai entendu il y a pas longtemps. Ouais, je crois qu'ils ont arrêté. Voilà. Donc, mis en pause, soi-disant. Voilà. Donc, en fait, ce que je veux dire aux gens, c'est que choisissez la personne qui peut vous aider au moment de l'achat. Peut-être un ami qui s'y connaît très bien, c'est pas forcément un expert, bien qu'il aura peut-être pas notre œil à nous, mais faites aussi confiance à votre instinct. Est-ce que c'est peut-être de payer un peu plus cher avec quelqu'un qui me dit, bon, écoutez, je vais vous le dire, cette montre-là, c'est la montre de mon notaire. Donc, la dernière fois que j'ai été le voir, il me l'a vendu, machin. Regardez la traçabilité. Bon, vous dites, tranquillité d'esprit, je dis, c'est 300 € de plus. Je dis, voilà, la tranquillité, c'est quoi? Donc, tu vois ce que je veux dire, Edouard, c'est que tu te dis, des fois, tu vas payer un tout petit peu plus cher dans une petite boutique qui est peut-être moins pignon sur rue, moins dans les grands boulevards ou moins dans des quartiers très chics, mais avec plus d'authenticité. Plus de transparence. Voilà, plus de transparence, même si c'est 100, 200, 500 €, 1000 € versus quand c'est une montre à 100 000. Bien sûr. Versus des maisons ou des professionnels qui vont essayer de gratter un petit peu. Pas un prix, pour résumer. Non, faut pas. N'achetez pas un prix, achetez un vendeur. C'est pas parce que c'est cher que c'est bien. Hein. Non, mais ça marche. Et c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas bien. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est ne rentrez pas dans l'achat par le prisme du prix. Non.
on sent pas. Et comme tu dis justement, on se trompera. On est tous tombés de cheval en achetant une montre. On s'est tous plantés, on s'est tous fait baiser une fois ou deux, ça t'est arrivé. Mais c'est le chemin, c'est comme ça qu'on apprend aussi à regarder les bonnes choses, à se documenter. C'est ce qui nous donne aussi la curiosité derrière, parce qu'on n'a pas envie que ça recommence concrètement, parce que c'est douloureux. Et puis, donc, prix à qui on l'achète, le sourcing, donc concrètement. Acheter, encore une fois, je le dis souvent, n'achetez pas le rêve d'un autre, achetez des pièces qui vous parlent à vous. Oui, bien sûr. Ça, c'est hyper important. Et essayez d'avoir les garanties. Toi, tu parles de tes garanties. Enfin, sachez à qui vous l'achetez et dans quelles conditions vous les achetez. Tout simplement, ou faites-vous conseiller. Mais en tout cas, c'est vraiment super important et n'achetez pas un prix. Voilà, pour terminer, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est sachez à qui vous achetez et n'achetez pas un prix. Mais c'est pour ça, et ce qu'on peut résumer, c'est sur ces 2 épisodes un petit peu. C'est vrai que, effectivement, le marché du neuf et le marché de la seconde main sont 2 marchés qui cohabitent, qui sont opposés, qui s'affrontent. Évidemment que quand vous êtes dans la boutique, vous êtes le premier propriétaire, ça vous rassure énormément. Mais aujourd'hui, pour les modèles les plus iconiques, il y a beaucoup trop d'attentes et c'est compliqué. Ça, évidemment, c'est la sûreté absolue. Et c'est vrai que le second marché, les différents seconds marchés qu'on a pu expliquer ensemble, peuvent faire peur, mais ne vous inquiétez pas. Je pense que et toi et moi, on a plein d'expériences qu'on pourrait raconter. Ce n'est pas tout rose évidemment, mais ce n'est pas tout noir. Vous pouvez vous faire plaisir dans les 2 domaines. Il faut juste que vous ayez certes cette passion-là, mais un peu de recul pour savoir à qui, comment et pourquoi vous adresser à certaines personnes pour réaliser un rêve, notamment quand vous achetez une montre. Parfaitement résumé. Entourez-vous de gens de confiance. Comme on disait avant, il fallait un bon banquier, un bon avocat et un bon médecin, et un bon curé. Et un bon médecin. Et un bon médecin. Il faut aussi un bon horloger et une bonne personne de confiance pour acheter ou vendre. Merci Alexandre. Encore une fois, c'était passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres, mais j'ai trouvé ça très cool. Je sais pas si tes auditeurs me supportent. Je veux bien en refaire. À chaque fois, je prends des tempêtes d'insultes. Non. Bon, bah voilà. Je reviens plus. Au revoir. À bientôt. Je plaisante. Ils aiment beaucoup et toujours, c'est toujours pertinent et bien sharp. Donc, merci pour ça. Merci pour le temps et à très bientôt. Ciao Alexandre. À bientôt Edouard. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta @demontrezvous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. On est une fois de plus sur un adage de Coco Chanel, mais écoutez plutôt. Le luxe n'est pas le contraire de la pauvreté, mais celui de la vulgarité. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain, 9h, et surtout, et plus que jamais, portez ce que vous aimez. Ciao!